Jean-Pierre Philu, il a beaucoup travaillé sur la région arabe en tant qu'historien, avant en tant que diplomate. Et il a écrit sur l'ensemble de la région plusieurs ouvrages, mais aussi sur les pays qui connaissent toujours des événements tragiques comme la Syrie. Il a consacré à la Syrie pas seulement des travaux scientifiques, mais aussi des essais et une chanson. Maintenant, c'est l'Algérie qui intéresse, parmi d'autres sujets, Jean-Pierre Philu. Et il a fait du terrain pour aller à la rencontre de Al-Harak, et on dit en français Al-Hirak, mais grammaticalement, ça ne marche pas en arabe, parce que Al-Harak, ça vient de Haraka, walaysa Hiraka. Donc c'est Al-Harak, mais en France maintenant, c'est partout Al-Hirak, Hirak. Algérien. Il a suivi des mutations assez importantes au sein de la société, au sein de la pratique politique, des pratiques politiques. Il va nous parler de ça aujourd'hui, avec le livre que vous allez retrouver derrière vous, et il va le dédicacer pour ceux qui désirent l'acquérir, l'Algérie, la nouvelle indépendance. Déjà, le titre est très fort et percutant. Et moi, quand je l'ai vu, je pensais à une formulation qui va dans le même sens, mais je ne l'ai pas trouvée. Et c'est très simple, je l'ai trouvé dans le livre de Jean-Pierre Philu. Et à toi la parole, Jean-Pierre. Merci. Merci. Donc merci, cher Salam, merci à vous toutes et à vous tous qui avez eu le courage de venir. Moi, vous le voyez, parce que je ne suis pas derrière un bureau, j'ai mes Stan Smith de rigueur pour marcher de Sciences Po jusqu'à ici. C'est un grand plaisir d'intervenir au CAREP et j'en remercie Salam et toute l'équipe. Alors, je voudrais d'abord expliquer comment j'en suis venu à écrire ce livre sur l'Algérie. Ça fait déjà plusieurs années, en fait depuis 2011, ce qu'on a improprement appelé le printemps arabe, que moi j'ai qualifié de révolution arabe ou de soulèvement démocratique, que j'inscris les soulèvements en cours dans le monde arabe dans une séquence historique de très longue durée. La séquence de la Nahda, qui couvre le 19e siècle arabe et qui, au 20e siècle, était censée, dans un processus d'émancipation individuelle et collective, aboutir à l'indépendance effective des peuples arabes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a eu, en fait, au XXe siècle, deux séquences qui se sont emboîtées pour déposséder les peuples arabes de leur droit collectif à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il y a eu autodétermination postcoloniale. Je rappelle qu'au XXe siècle, le seul pays arabe qui n'était pas colonisé, c'est celui qui va devenir l'Arabie saoudite. Il y a aussi le Yémen autarcique, mais c'est un peu particulier. Et donc la première des indépendances postcoloniales, c'est 1922, c'est l'Égypte. Et c'est après une saoura, après une révolution non violente, dont on a retrouvé beaucoup de points communs dans le mouvement de Tahrir en 2011, mais dont aussi l'engagement non violent est constitutif du Hirak, actuellement en Algérie. Donc en 1922, cette première indépendance et un demi-siècle d'indépendance qui se conclut en 1971 par l'accession à la souveraineté et à l'ONU des Émirats de la côte méridionale du Golfe Persique. Mais à l'intérieur de cette séquence, que tout le monde connaît, on peut égrener les indépendances des uns et des autres, on a, et ça fait des années que j'insiste là-dessus, de 1949 à 1969, 20 ans de détournement des indépendances arabes.
Ça commence par le coup d'État d'Hosni Zaim en Syrie, qui sera suivi de beaucoup d'autres, parce qu'en Syrie, le pluralisme était très enraciné. Il faudra 15 ans de coups d'État, dont 3 ans d'occupation égyptienne, pour arriver à la prise du Bas, pour briser le pluralisme de la société civile et de la politique en Syrie. Et donc ça s'ouvre en 1949, ça se finit en 1969 par le coup d'État de Kadhafi en Libye. Kadhafi qui, très aimablement, reconnaît beaucoup plus tard qu'en 1963, il avait le choix entre la carrière militaire et la carrière administrative. Il a choisi la carrière militaire pour faire un putsch. C'est-à-dire qu'on a dans le monde arabe des armées où on ne rentre pas pour protéger ses compatriotes, pour défendre les frontières, mais où on rentre soit pour prendre le pouvoir par un putsch, soit quand le putsch a été opéré, pour accéder à la classe, la caste des corrompus qui mettent le pays en coupe réglée. Et l'Algérie est un cas paroxystique, d'abord parce que sa guerre de libération anti-française est la plus longue et de très loin la plus sanglante de tout le monde arabe, mais aussi parce que le détournement de l'indépendance se fait au moment même de l'indépendance. Et donc le recouvrement de l'un par l'autre fait qu'on a une capacité de manipulation du grand récit national qui est unique dans le monde arabe, où il y a toujours eu un temps de décalage entre l'indépendance effective, dans la Libye voisine, le roi Idriss, bon, il faut quand même 18 ans pour qu'il soit renversé par Kadhafi. Que dis-je 18 ans. En Algérie, ça se passe dès l'été 62. C'est-à-dire que l'armée des frontières fait mouvement dès l'été, enfin, même avant, hein, dans le cadre du cessez-le-feu d'Évian avec les Français, mais c'est en fait à l'été 62 qu'elle fait mouvement pour prendre le pouvoir. Elle écrase la résistance intérieure qui avait déjà été très affaiblie par le colonialisme français. Et donc l'été de l'indépendance, c'est l'été du détournement de l'indépendance. Donc quand j'ai commencé, parce que je suis d'un naturel plutôt optimiste, c'était pas Algérie la nouvelle indépendance, c'était Algérie l'été de la nouvelle indépendance. Bon, finalement, l'été 2019, ça s'est pas encore fait. Bon, je reste confiant sur le fait que 2020 devrait être l'année de la nouvelle indépendance. Mais ce qui est important, c'est pas que je le dise, c'est que les Algériens le disent. C'est qu'en fait, dès le début, dès le 22 février 2019, on a eu cette revendication explicite, hein, Nourid el-Istiklal, nous voulons l'indépendance. Et qu'on a eu, et pour un historien c'est fascinant quand on voit un peuple, et surtout la jeunesse de ce peuple, se réapproprier avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de conscience civique, sa propre histoire. Hein, et on a les deux figures, Aban Ramdan et Larbi Ben Mehdi, que j'évoque dès l'introduction. Donc Aban Ramdan, c'est l'architecte du congrès de la Soumam du FLN en 1956, qui proclame la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et Larbi Ben Mehdi, c'est celui qui dit « jetez la révolution dans la rue, le peuple s'en emparera ». Ce qui prouve à quel point cette citation avait été mal comprise, c'est que jusqu'à tout récemment, les traductions qu'on en faisait, vous pouvez vérifier, c'était « le peuple la ramassera ». Voilà, la révolution elle est tombée dans la rue, le peuple... Non, le peuple s'en emparera. Il fera la révolution. Et en fait, Larbi Ben Mehdi s'opposait aux militaristes du FLN en disant l'action politique, la mobilisation populaire nous amènera autant à l'indépendance que les coups de main, le sabotage et le terrorisme. Parce que c'est par les conditions de mobilisation qu'on construit ce qui va être l'indépendance. De même qu'aujourd'hui, on dit beaucoup de choses. Ah, ben, le Hirak ceci, le Hirak cela, ils ne sont pas constructifs. Ils ne sont pas constructifs. Ils ont déjà changé l'Algérie. Ils l'ont déjà changé. Hein, parce que pendant que tout le monde était focalisé sur qui préside ceci, qui est le ministre de cela, 46 vendredis, 46 mardis aujourd'hui, où la jeunesse et les étudiants ont, de manière disciplinée, collective, dans des dizaines de villes du pays, en fait, commencer de reconstruire l'Algérie par le bas. Mais je reviens à Aban et Ben Mehdi. Tous deux sont morts en 1957. Ben Mehdi,
torturé et mis à mort par les parachutistes français. Aban, torturé, non pas torturé, excusez-moi, étranglé, assassiné par l'armée des frontières dans un guet-apens qui lui avait été tendu au Maroc, près de Tétouan. L'armée des frontières diffusant la fake news de sa mort aux mains des forces françaises. C'est très important. Un des derniers vendredis, donc le 27 décembre, donc c'était le 45e si je compte bien, hein, c'était l'anniversaire de la mort d'Aban. Donc vous voyez aujourd'hui en 2019, quand tout le monde vous dit en gros la mémoire c'est il y a 2 ans, si vous arrivez jusqu'au 11 septembre, ah oui c'est bien. Non, on porte les portraits d'Amirouche, les portraits d'Aban, les portraits de Rider, les portraits de justement les héros que le peuple algérien veut se donner désormais souverainement, en n'acceptant pas les héros qu'on lui a vendus, qu'on lui a imposés depuis 1962. Parce qu'en fait, le détournement de l'été 62 jette les bases d'un régime militaire qui va perdurer sous différentes formes, hein, mais ce qui est fondamental, c'est que, comme on dit familièrement en Algérie, l'Algérie, c'est pas un pays qui a une armée, c'est une armée qui a un pays. Voilà, hein. Et c'est ça en fait. Hein, et on est au cœur de ce système. C'est qu'on a une armée qui n'a pas forcément brillé sur les champs de bataille, hein, mais qui en revanche a été, en 88, l'instrument direct de la répression de la première percée démocratique, la décennie noire, avec tout ce qu'on pourra éventuellement discuter, et qui avait trouvé dans Bouteflika, au fond, l'homme de paille idéal. Il était idéal parce qu'il présentait plutôt bien, en tout cas au début, hein, et qu'il avait un certain charisme international. Et alors, c'était tellement idéal qu'il n'avait même pas compris que le 4e mandat était déjà le mandat de trop. Hein. Bouteflika était impotent depuis son AVC de 2013 et son hospitalisation pendant plus de 80 jours au Val-de-Grâce. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle en Algérie les décideurs, hein, c'est-à-dire ce groupe de généraux, pas tous les généraux, ils en ont 150, hein, tous les généraux ne sont pas dedans, c'est assez difficile de savoir exactement la composition, d'ailleurs c'est fluide, et bien ils avaient trouvé au fond confortable de reconduire Bouteflika pour un 5e mandat, ce qui a provoqué vraiment le choc, hein, l'humiliation de trop pour les Algériennes et les Algériens qui, le 22 février, alors là, tous les témoignages concordent, n'en sont pas revenus d'être aussi nombreux dans la rue. Et en fait, ont, vendredi après vendredi, pris conscience à la fois de leur force collective, de leur pacifisme et de leur capacité, en rappelant des choses simples, hein, Daoula Madani et Machi Askari, hein, État civil, pas militaire, un pays ne se gouverne pas comme une caserne, je pourrais en citer beaucoup d'autres, en rappelant ces principes simples, en fait, de reconstruire non seulement un rapport de force entre la société et le régime, mais aussi de reprendre conscience de sa force et surtout, et j'insiste là-dessus, de sa diversité. Le Hirak est une formidable expérience de vivre avec ces différences à l'algérienne. Et vraiment, les rencontres que j'ai eues l'été dernier dans le cadre de l'écriture de ce livre n'avaient rien à voir avec tout ce que j'avais connu. Moi, mon premier séjour en Algérie remonte à 1987. C'est comme si on était rentré dans une autre réalité, non pas parce que les gens ont changé, mais parce qu'ils ont repris la parole. Et en reprenant la parole, ils ont commencé de reprendre leur destin en main. Alors tout ça peut paraître très théorique, mais je vais être beaucoup plus précis. Donc en fait, on a différentes choses qu'on pourrait évoquer, mais
le plus frappant, c'est en fait la jeunesse. Et je ne vais pas faire dans le jeunisme, ce n'est pas le propos, mais c'est une jeunesse qui dit à la fois qu'ils dégagent tous, mais qui vénère Lardar Bourrega, ancien moudjahid de 86 ans, qui vient d'être heureusement libéré, mais qui, entre nous, a été libéré aussi arbitrairement qu'il avait été incarcéré. Donc, ce n'est pas du tout du genre « dégager les vieux », non, au contraire. On respecte les vieux, mais les vieux honorables, les vieux respectables, ceux qui n'ont pas trahi, ceux qui n'ont pas confisqué, ceux qui n'ont pas, surtout, volé. Parce que s'il y a quelque chose qui unit toutes les Algériennes et les Algériens aujourd'hui, une fois qu'ils ont obtenu le départ de Bouteflika, c'est le scandale. C'est quand même un pays prodigieusement riche. Le scandale, alors non pas du détournement de l'indépendance, mais du détournement des ressources nationales. Et donc l'idée que désormais, il faut arrêter de voler, et l'Algérie a tout ce qu'il faut pour se construire et prospérer. Donc l'Algérie a pu développer, ça fait pratiquement maintenant une année, cette expérience tout à fait unique, sans ingérence étrangère, d'abord parce qu'il y a vraiment une obsession de la manipulation, j'y consacre un chapitre en Algérie, même si généralement on croit que la manipulation vient plutôt de France, on pourrait regarder vers d'autres pays, mais aussi parce que justement les richesses de l'Algérie lui permettent, en tout cas pour la période en cours, de n'être pas vulnérable aux interventions financières des uns ou des autres. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'en fait, l'enjeu est sur qui peut le mieux défendre les intérêts supérieurs du pays. Et jusqu'à présent, on avait le régime qui développait son discours à sens unique, surplombant, en disant, c'était une espèce de discours clos, nous sommes les héritiers de la guerre de libération, nous sommes donc les héros qui avons libéré le pays, le million de martyrs, alors excusez-moi, comme historien, le million de martyrs, il y a eu beaucoup trop de martyrs, mais il n'y en a certainement pas eu 1 million, donc, mais ça n'est qu'un mensonge parmi beaucoup d'autres. Donc, d'ailleurs, Gaïd Salah, qui nous a quittés le 23 décembre dernier, lui disait plus d'1 million de martyrs. S'il était resté plus longtemps en vie, il serait peut-être arrivé à 2, on ne sait jamais. Donc, il y avait cette espèce d'inflation, et plus l'indépendance s'éloignait, on est quand même 57 ans après l'indépendance, plus le discours devenait omniprésent. Or, c'est pour ça que j'ai insisté sur 57, Aban, Ben Mehdi, parce que c'est dire non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas du tout les héritiers de la guerre de libération. Vous êtes au contraire les héritiers de ceux qui ont tué la résistance intérieure et ceux qui avaient les véritables héros. Et ça, c'est fondamental. Cette reprise de contrôle de la mémoire qui permet en fait de reprendre le contrôle de l'avenir. Et on sait bien, comme historien, que les processus de mémoire, on saute toujours une génération. C'est jamais la deuxième génération qui peut se l'approprier, c'est la génération des petits-enfants, voire au-delà. Donc, on a un Chirac qui a réussi à gérer ces différentes contradictions, les différentes appartenances identitaires, qu'il a montré de manière très symbolique quand le chef d'état-major a voulu monter les uns contre les autres en interdisant tout autre drapeau que le drapeau algérien. Alors les Algériens, alors là, qui ont retrouvé, ils avaient un humour très très noir jusqu'au 22 février. Là, ils ont retrouvé un humour festif. C'est assez agréable d'ailleurs. Et donc, ils ont dit, ah bon, le drapeau palestinien, ah bon, le drapeau... Non, évidemment, c'était le drapeau berbère. Excusez-moi, l'emblème amazigh. Il ne faut pas dire drapeau, parce qu'il n'y a qu'un drapeau en Algérie. Donc, la réaction a été que dans des villes où il n'y a pas du tout de population berbère, on a porté le drapeau pour montrer, être algérien, c'est aussi, je rappelle qu'officiellement, le berbère est quand même langue officielle depuis 2016, après différents processus constitutionnels. Et puis il y a eu ces trouvailles formidables
où on avait des t-shirts floqués avec un drapeau algérien d'un côté et un emblème amazigh de l'autre, en disant aux policiers, vous voulez lequel, hein, vous voulez lequel. Bon, ça c'était plutôt du côté d'Oran, vous savez, ils sont un peu comme ça, hein, prime sautier. Voilà. Donc on voit un régime qui a été, qui est totalement responsable de la crise actuelle. Soyons sincères. Ils auraient mis Ouyakhia, le Premier ministre, comme successeur de Bouteflika, ça passait comme une lettre à la poste. Il n'y aurait pas eu de Chirac. Hein, c'est vraiment le scandale du 5e mandat pour Bouteflika qui a jeté les Algériennes et les Algériens dans la rue. Ils auraient pu, depuis, limiter les dégâts pour eux. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ont fait toujours le contraire. Et le Chirac a toujours pris les bonnes décisions. Alors on peut avoir plein d'explications psychologiques et tout. Moi, comme historien, c'est très simple. Un système à bout de souffle est à bout de souffle. C'est tout. Un système à bout de souffle, il n'a plus rien non plus là-dedans. Et d'ailleurs, il est tellement à bout de souffle que le cycle biologique s'est même appliqué de la manière la plus définitive pour le véritable maître de l'Algérie, qui était jusqu'au 23 décembre dernier, Ahmed Gaïd Salah, qui est quand même le premier de ces décideurs militaires qui a tombé le masque, c'est-à-dire qu'avant, on avait toujours un civil qui faisait un peu la danse du ventre devant pour les protéger, pendant qu'ils s'en mettaient plein les poches et qui faisaient leurs différents arrangements entre eux. Et là, on a eu, et là encore, ils ne se sont pas rendus compte, le chef d'état-major qui s'exprimait toutes les semaines, voire plus d'une fois par semaine, et à chaque fois d'une enceinte militaire, et à chaque fois derrière son estrade, avec au premier rang, dans les fauteuils en cuir, les officiers généraux, au deuxième rang, dans les fauteuils pas en cuir, les officiers de moindre grade, et puis après, sur les chaises, les lieutenants, les capitaines, etc., tout le monde prenant des notes, alors qu'il disait la même chose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il disait? La main de l'étranger, et nous, on va vous défendre, parce qu'il y a un complot, il y a la main de l'étranger, et nous allons vous défendre. Incroyable, incroyable. Et donc, pendant qu'il pensait, sans doute, réaffirmer son autorité, en fait, il s'épuisait. Et donc, à la fois, il avait brisé le tabou, c'est-à-dire que tout le monde voyait qui était le vrai chef dans le pays. Dans les comptes rendus du Conseil des ministres, il n'y en a pas eu beaucoup, de Conseil des ministres, le président par intérim s'exprimait, puis le chef d'état-major, et ensuite le Premier ministre. C'est bien, au moins on a compris. Et puis finalement, il a dû considérer que trop, c'était trop. Donc, au début septembre, il a dit il faut des élections avant la fin de l'année. Et comme il faut 3 mois pour convoquer le corps électoral, eh bien, le président a réuni un conseil des ministres. Ils ont adopté, alors c'est merveille vraiment, l'école nationale d'administration devrait aller visiter l'Algérie. En un conseil des ministres, une nouvelle loi électorale et révision des listes électorales. Mais c'est magique, c'est extraordinaire. Et puis évidemment, le Parlement et le Sénat qui se réunissent, y compris un vendredi, pour passer la loi. Et donc le président par intérim, le petit doigt sur la couture du pantalon, monsieur le général, j'ai rempli ma mission. Les élections auront lieu le 12 décembre. Bon, les élections, donc Abdelmajid Tebboune, qui était le candidat désigné par Gaïd Salah, a été aux surprises élu. Vraiment, miracle, là encore. Donc officiellement, 40% de participation, ça veut dire que le régime est obligé d'accepter la réalité d'une abstention historique. La réalité, c'est qu'on est à moins de 10% de participation. Donc ça veut dire qu'on a 90% des Algériennes et des Algériens qui ont refusé cette mascarade électorale. En même temps, je le répète, le régime est à bout de souffle. Gaïd Salah disparaît, et là, on est dans une phase tout à fait nouvelle. Non pas parce qu'ils ont voulu évoluer, mais parce que le Chirac introduit une dynamique qui les contraint à évoluer. J'insiste. Donc, on a aujourd'hui et puis on en parlera, et puis je vais finir là-dessus, ce petit propos introductif. On a aujourd'hui des signaux tout à fait mêlés
avec des libérations dont je rappelle qu'elles sont tout aussi arbitraires que les incarcérations qui les avaient précédées, mais en même temps, on envoie des voyous contre certaines manifestations du vendredi, et en même temps, on ne dessert pas ni le champ médiatique, ni les différentes contraintes à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation. On a un gouvernement où il y a une moitié de bouteflikiens et une moitié plutôt d'ouverture. Donc, okay. Et puis, on a les silences. Alors, les silences en Algérie, c'est toujours très, très parlant. Il n'y a pas de ministre de la Défense. On ne sait pas qui est le ministre de la Défense. Donc, il n'y a pas de vice-ministre de la Défense, vu qu'il n'y a pas de ministre de la Défense. Voilà. Parce que le chef d'état-major Gaïd Salah était vice-ministre de la Défense, c'était son seul titre politique. Hein. Donc, dans ce gouvernement, il n'y a pas de ministre de la Défense. Donc on ne sait pas qui commande aux armées. Alors oui, dans la Constitution, le président est chef des armées, comme il est d'ailleurs chef de la diplomatie, il n'est pas pour autant ministre des Affaires étrangères. Donc en fait, on ne sait pas. Le chef d'état-major est un intérimaire, qui était auparavant chef d'état-major de l'armée de terre. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est la première fois depuis 1962 que le chef de l'armée n'est pas issu des rangs de l'ALN, donc de la branche armée du FLN. Donc de toute façon, on est rentré dans autre chose. Moi, je suis très confiant pour le Hirak parce que il a montré des capacités d'organisation et de discipline impressionnantes. 46 vendredis, 46 mardis, dans des dizaines de villes du pays. Mais il faut maintenant que ça se débloque au sommet. Ça ne peut venir que de là. Et à ce moment-là, je suis convaincu que le Hirak trouvera les formes collégiales, représentatives, de répondre à une ouverture qui permettra enfin, par une transition démocratique authentique, au peuple algérien d'acquérir sa nouvelle indépendance et de recouvrer le plein droit à l'autodétermination qui lui a été confisqué depuis 1962. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À la fin, quand tu as évoqué l'armée, et que le nouveau général par intérim, il n'est pas issu de l'ALN, il y a quelques spéculations dans la presse qui mentionnent aussi le fait qu'il est issu de l'école soviétique, contrairement à Gaïd Salah, qui était formé par l'armée française avant l'indépendance. Justement, il y a des journalistes en France qui ont construit toute une théorie sur ce changement radical entre l'école française et l'école soviétique. Gaïd Salah a été formé à l'école soviétique. Il est monté au maquis, il avait 17 ans. Il n'a jamais été formé par les Français. Il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les DAF, les déserteurs de l'armée française, qu'on nourrit beaucoup de fantasmes en Algérie, alors qu'ils n'ont jamais constitué une corporation homogène. Donc, non, il est de l'école soviétique, comme la plupart de l'école soviétique et l'école russe. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule puissance qui a un accès direct aux décideurs de l'Algérie, c'est la Russie. Il n'y a pas un pays arabe qui a ces contacts-là, parce que aujourd'hui, l'armée algérienne a le plus gros budget militaire du continent africain. On croit toujours que c'est l'Égypte, éventuellement le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Non, c'est l'Algérie de très loin. Et son fournisseur principal, c'est la Russie. Donc, ça veut dire une proximité. D'ailleurs, les Russes ne se privent pas de faire savoir leurs préférences dans le champ algérien. Et les Russes mènent une politique très, très cohérente, méthodique. L'offensive de Haftar contre Tripoli est déclenchée 48 heures après la démission de Bouteflika. Il y a évidemment un lien. Et derrière la Russie, il y a
usual suspects de la contre-révolution arabe, Égypte, Arabie Saoudite, les Émirats. Alors, en Algérie, ça rend mieux en arabe, mais quand on voulait tourner en dérision la présidentielle avant qu'elle ait lieu, Makan Intikhabat, il a filimerat, et il n'y aura pas d'élection qu'aux Émirats. Parce que, bon, ce qui était quand même très drôle, excusez-moi, parce que les élections, les Émirats, quand même. Mais parce que, en fait, Gaïd Salah, à titre personnel, était très proche des Émirats, de même que, il ne faut jamais oublier que Bouteflika a passé l'essentiel de ses 18 années d'exil à Abu Dhabi. Mais vraiment, la puissance qui aujourd'hui a un accès, et qui, bon, moi je l'ai mentionné, je ne dis pas du tout que ça va se passer comme en Syrie, a'ouz billah, mais il y a une espèce de logiciel qui est partagé par les militaires russes et par les généraux algériens. Et l'idée fondamentale, c'est toujours la même idée, c'est qu'il n'y a pas de peuple. C'est que le peuple, c'est un complot. Quand Gaïd Salah dit complot venu de l'étranger, il parle du peuple. Il parle du peuple. C'est l'armée qui doit s'occuper de tout ça, qui doit s'occuper de la souveraineté et de la sécurité. Si le peuple commence à prendre ça en main, mais où allons-nous? Donc on fait semblant maintenant, on dit « Ah, c'est l'armée qui a permis que le mouvement reste pacifique ». Non, c'est le Hirak qui a été pacifique. C'est le Hirak qui, quand des manifestants étaient pris en plein cortège par les policiers, a laissé faire. C'est le Hirak qui n'est pas tombé dans les dizaines de provocations, les dizaines de pièges qu'on lui tendait. Et là, j'insiste, parce que c'est un peu paradoxal, moi, j'aime pas trop le football, mais j'aime bien le football dans le monde arabe. Et alors, le football en Algérie, c'est juste extraordinaire. Pour un historien, c'est du métasport. Entre le 11 de l'indépendance, c'est une histoire incroyable. Et le 11 de l'indépendance, il n'a jamais joué en Égypte, parce que Nasser, avec tous ses discours, il avait tellement peur de se faire suspendre par la FIFA, ou déjà que les Égyptiens soient battus par les Algériens au football, qu'il n'a jamais osé, alors que le 11 de l'indépendance, donc c'est l'équipe qui a été constituée par des joueurs algériens de clubs français qui ont déserté à la veille du mondial pour constituer la première équipe nationale algérienne. Et aujourd'hui, on a une équipe de foot qui était vraiment en dessous de tout, comme l'Algérie. D'ailleurs, c'est une belle métaphore ou parabole, je ne sais d'ailleurs jamais la différence entre les deux. Et on a un entraîneur, Belmadi, il se trouve qu'il est de Champigny, pas loin de chez moi, Champigny, et il les a écoutés, il a fait de la thérapie individuelle et après de la thérapie... Et moins d'un an plus tard, ils avaient la Coupe d'Afrique. Et ils ont offert la coupe au peuple, pas au régime. Et dans la non-violence, les supporters de foot ont joué un rôle fondamental, de même que les stades de football. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur les sujets, le rap, les ultras, qu'on ne considère pas politiques, pas nobles, alors que souvent c'est là que se forgent les politiques. Et les hymnes qui se sont forgés dans les stades sont devenus les hymnes du Hirak, notamment la Casa del Mouradia, qui vient de la Casa de Papel, la série, là. Et déjà, c'est l'humour. Casa de Papel, ils cassent une banque, je ne sais plus, je sais plus combien ils volent dans la banque, mais ils disent non, Mouradia, c'est l'Élysée algérien. Ils ont cassé l'Algérie. Ils n'ont pas cassé la banque d'Algérie, ils ont cassé l'Algérie. Et ils sont partis avec toute la richesse de l'Algérie. Et c'est très frappant parce que c'est des chansons, quand vous les écoutez, hors des stades, c'est des chansons très mélancoliques. Vous n'avez pas l'impression que c'est des chansons de supporters. C'est des chansons, en fait, sur le mal de vivre, sur le mal d'être un Algérien en 2019. Et ça devient, du coup, des chansons dans lesquelles les Algériennes et les Algériens de toutes conditions se reconnaissent, et qui peuvent être déclinées dans toutes les formes musicales, techno, charbi, etc.
pendant que les supporters de footeux, qui sont habitués aux accrochages avec les forces de l'ordre, eh ben, ils savent éviter les accrochages avec les forces de l'ordre. Donc c'est eux. Alors après, la question qui se pose, c'est pourquoi Gaïd Salah, fort heureusement, n'a jamais déployé l'armée. Alors d'abord, on peut dire qu'il n'avait aucune raison de la déployer. Il a essayé 15 fois de trouver un prétexte, il ne l'a jamais trouvé. Mais l'armée algérienne, elle n'est pas... Autant les généraux peuvent être hors sol, aller dans des enclaves surprotégées, aller au club des pins, etc. L'armée algérienne, ils sont 1 demi-million, ils sont dans la société algérienne. Donc le Hirak n'a jamais défié l'armée algérienne, au contraire. Jaish wa shab khawa khawa. L'armée et le peuple, nous sommes frères. Mais c'était pour désigner Gaïd Salah mal Khawan. Et Gaïd Salah est avec les traîtres. C'était justement pour dire non, même lui, il n'est pas de l'armée. De même que le Hirak a fait des minutes de silence pour les militaires qui étaient tombés face aux terroristes. Parce que voilà, depuis le temps qu'il est résiduel en Algérie, le terrorisme continue à tuer. Donc, je crois qu'au-delà des questions de mentalité, d'école, de formation, ils ont surtout, ces différents généraux, été confrontés à quelque chose de tellement imprévisible qu'aujourd'hui, le premier d'entre eux, donc Chengreha, est un intérimaire, officiellement. Alors je ne sais pas qui va le sortir de l'intérim, vu qu'on ne sait pas qui est le ministre de la Défense. Je crois aussi qu'il y a, si j'ose dire, un panarabisme qui traverse les frontières, et notamment les frontières algéro-marocaines, parce que les chansons de Raja al-Baydawi, ils ont été réinterprétées dans les stades algériens avec des paroles similaires, presque. Ils sont arrivés jusqu'à Palestine, chantés par les supporters de Ramallah ou de Haïfa, avec aussi quelques changements de paroles. Mais la mélancolie que tu as désignée, elle y était dans l'ensemble de ces chansons. Pour l'anecdote, en Syrie, avant la révolution, le mot hakam, arbitre, c'est comme hukum, pouvoir. Alors les supporters s'amusaient à insulter, avant le début du match, al-hikm. L'arbitre, il n'a pas encore sifflé, mais il se faisait insulter parce qu'ils insultaient à travers de l'arbitre le pouvoir. Et quand la police charge, le public commence à scander le nom du président. Alors la police s'arrête. C'était une scène kafkaïenne. J'ai vu ça à l'attaquer. Oui. Voilà. Et je crois que, justement, il y a aussi le pouvoir algérien, jusqu'à récemment, tu l'as mentionné dans le livre, mais aussi tout à l'heure. Il a joué beaucoup sur cette question de séparatisme berbère, séparatisme amazigh. Il n'a pas réussi. Mais toute la machine de la propagande, jusqu'à aujourd'hui, quand ils veulent accuser Mustafa Bouchachi ou quelqu'un d'autre, ils les accusent de vouloir attiser la séparation entre les composantes uniques du pays. Comment le Hirak a réussi à se débarrasser de cette... À part l'humour, à part de montrer les symboles berbères, mais est-ce qu'il y a une pensée qui se développe concernant la gestion de la diversité au sein de la société algérienne? Déjà, il y a la non-violence. Et j'ai peut-être pas assez insisté. Et il faut d'ailleurs que je fasse référence là-dessus à la Syrie, parce qu'ils ont dit d'emblée Silmi à Silmi. On sait que c'était le slogan en Syrie pendant de longs mois. Et où Yahya, qui maintenant a été condamné à la prison pour 12 ou 15 ans, je ne sais plus, était à l'époque Premier ministre, il leur a dit ouais, en Syrie, ça a commencé comme ça. Donc on a vraiment, quand ce n'était pas l'épouvantail libyen, quand ce n'était pas l'épouvantail syrien, quand ce n'était pas l'épouvantail... On leur a agité tous les épouvantails sous le nez. Et ils s'en sont tenus à cette non-violence. Et la non-violence n'est pas qu'une technique. La non-violence, c'est aussi une philosophie politique.
hein, et on a bien vu en Syrie comment parce que, je veux dire, ce qui a été terrible dans la révolution syrienne, c'est que le passage à la lutte armée n'a pas été pensé, il a été subi. Et c'est, à mon avis, en termes de dynamique interne, il y a eu toutes les ingérences étrangères et les interventions et les invasions même, mais la clé, c'est l'absence de conceptualisation de la lutte armée. Lutte armée subie et non. En Algérie, on assume la non-violence dans un pays qui a une tradition de violence incroyable, dont on pensait même que c'était une fatalité qu'on ne pourrait jamais rompre. Alors comment sont-ils arrivés à la rompre? Techniquement, les supporters de foot, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dans la rue qui, ayant connu la violence, étaient capables d'assumer la non-violence, étaient capables de contrôler un cortège, était capable d'éviter la provocation, était capable d'interdire qu'on attaque des emblèmes de l'État. On attaquait le FLN, ça c'est sûr, ça, les permanences du FLN, mais jamais on attaquait une préfecture, un commissariat, ou voilà. Ça c'était important parce qu'il faut voir que en Algérie, on avait ce qu'on appelait la culture de l'émeute. C'est-à-dire qu'en Algérie, vous n'êtes pas content du maire, vous voulez que le bus s'arrête chez vous, vous faisiez une émeute. Voilà. Il y avait des milliers d'incidents tous les ans, qui étaient la forme de rapport du pouvoir à la société. Et en fait, le régime était très confortable dans cette situation. Mais pendant toutes les années 2010, on a eu le mouvement du Grand Sud contre l'exploitation du gaz de schiste, grève de longue durée des internes dans les hôpitaux. Il y a eu toute une série de mouvements qui restaient catégoriels, soit régionales, soit sectoriels, et qui ont trouvé avec le 5e mandat une capacité de se fédérer. Donc d'ores et déjà, on voit, alors il y a la question à Mazir, mais il y a bien d'autres questions. Moi, ce qui est frappant, c'est que on voit désormais des Algériennes et des Algériens qui vivent une identité heureuse, parce que c'est une identité ouverte et plurielle, qui ne veulent pas n'être que ceci ou que cela. Et en face de ça, on a un régime qui a sorti... parce qu'en fait, quand ils disent berbère, ils disent toujours la même chose. Ils disent la France. Avant, on disait le parti de la France, Hizb França. Maintenant, ils disent les fils de France, avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'illégitimité. Et on a eu, avant les élections, alors là c'est très clair, tout le monde s'est demandé est-ce qu'il a bu ou pas. Je dis non, il a dit ce qu'ils disent entre eux. Le ministre de l'Intérieur, qui dit que les opposants à l'élection sont des mercenaires, des traîtres, des pervers, des homosexuels et des fils de France. Ceci résumant tout cela. Le lendemain, au Sénat, on pense qu'il va démentir, il dit non, les fils de France, c'est tout ça et c'est eux que j'attaque. Donc, il y a cette espèce de focalisation pathologique contre une pathologie qui n'existe pas. Et en fait, le Hirak arrive à désarmer ça par la non-violence. C'est-à-dire non seulement il désarme un régime surarmé, j'ai rappelé le budget militaire, mais il désarme un régime qui est porteur de ces dissensions. Et c'est pour ça que moi je suis assez admiratif du sens des responsabilités du Hirak. C'est qu'à chaque fois qu'on tendait vers on voulait les pousser à la faute, ils ont réussi à éviter en mettant toujours les intérêts supérieurs de la nation en avant. Et il est évident que pour le régime, s'il y avait eu boycott des élections uniquement qu'en Kabylie, c'était merveilleux, sauf que ça a été national, même si en Kabylie, on n'a pas voté du tout. Mais comme le boycott a été national, qu'ils n'ont pas pu dire « Ah, c'est uniquement les Berbères », donc du coup, le vendredi suivant, ils sont allés taper à Oran pour que les gens arrêtent de manifester à Oran, parce que ça ne cadrait pas avec leur récit. Mais c'est un mouvement trop vaste, trop ample, et dorénavant trop enraciné pour qu'ils puissent maintenant réussir dans leur manœuvre. Dernière question avant de se tourner vers le public. On a évoqué tout à l'heure, avant de commencer, les relations internationales, les
la gestion des relations de l'Algérie avec l'extérieur. Et comme tu as mentionné tout à l'heure le slogan des manifestants concernant Imarat, j'ai aussi observé un autre qui était... ils ont écrit Al-Mu'amarat al-Arabiyya al-Muttahida pour jouer sur le mot Imarat par complot. Parce qu'ils ont considéré qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés, pas en Algérie, mais au sein des décideurs, pour contre-révolutionnaires. Parce qu'on sait maintenant très bien, il ne faut pas faire un dessin, que la contre-révolution dans le monde arabe, il y a les 3 axes, Égypte, Émirats, Saoudi. Est-ce que le Maroc, dans tout ça, reste observateur ou... À ma connaissance, le régime a toujours montré du doigt la France, mais n'a à aucun moment parlé d'une éventuelle ingérence marocaine. Il faut dire que le Maroc a été d'une grande prudence, ne cachant pas que pour lui le statu quo était la moins mauvaise solution, ou en tout cas pas de vague. Donc il y a une main tendue par le roi du Maroc à Tebboune juste après son élection. Voilà, on peut espérer qu'elle sera saisie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que une Algérie en mouvement retrouve aussi des capacités de manœuvre diplomatique. Sur la Libye, là, actuellement, beaucoup de puissance se tournent vers l'Algérie, alors que l'Algérie était complètement marginalisée du théâtre libyen. Et aujourd'hui, ce que dit l'Algérie, en tout cas officiellement, c'est la voie de la raison, non-ingérence, application des résolutions de l'ONU et cessez-le-feu. Mais je crois qu'au-delà de ça, j'ai un peu... En fait, les Algériens ont conscience qu'aujourd'hui, je parle, alors là pour le coup, non pas du régime, avant je disais l'Algérie en parlant du régime, là je parle du Hirak, du peuple, des Algériennes et des Algériens, des citoyennes et des citoyens, qu'en fait leur mouvement suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger, dans un pays qui honnêtement suscitait plutôt l'accablement jusqu'à il y a un an. Et il y a cette idée de redevenir un pôle, de redevenir un phare, comme l'Algérie a pu l'être, quand on disait la Mecque des révolutions, la Mecque du tiers-monde. Et ça, c'est très important. Alors, bon, on sait aujourd'hui dans quelles circonstances est plongé le Moyen-Orient, mais c'est évident que la Sawra libanaise et le soulèvement pacifique en Irak, donc depuis le mois d'octobre, se sont inspirés de la dynamique algérienne. De même que la dynamique algérienne a été nourrie par la dynamique soudanaise. Et que les Soudanais, moi je voyais encore une militante soudanaise hier qui me disait « Pour nous, l'Algérie, c'était le meilleur film. » C'est-à-dire que quand on déprimait, on regardait le vendredi en Algérie. Et ça nous redonnait de l'espoir pour nous, Soudanais. Donc il y a certainement ce type d'interaction, mais je crois qu'en termes de rayonnement, une Algérie réconciliée avec elle-même, une Algérie en transition aura un poids, alors là, dans le sens le plus noble, le plus positif du mot dans la région, qu'on peut imaginer dès aujourd'hui, mais qui tranchera complètement avec la diplomatie complètement suiviste, complètement alignée sur le soi-disant axe de la résistance qui avait été souvent celle de l'Algérie ces dernières années. Merci beaucoup. Maintenant, je vous demande d'avoir 3 questions. On regroupe les questions en 3 et on revient à Jean-Pierre pour vous répondre. Youssef. Oui, c'est simple, je vais répondre sur le Liban. Alors, bon, ce qui s'est passé au Liban et en Irak était absolument
inespérée, c'est-à-dire une mobilisation contre un système confessionnel dans toutes les couches et toutes les communautés, au Liban plus encore qu'en Irak, était inespérée. Ce qui risque de saboter ces mobilisations, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de chef, c'est le fait qu'aujourd'hui on est de nouveau dans une logique militariste qui tue le principe même de la non-violence, et sans non-violence, il ne peut pas y avoir de mobilisation transconfessionnelle. Je veux dire, ça a été la même chose en Syrie, à partir du moment où la lutte armée s'est aggravée, les divisions confessionnelles sont... Donc je ne vois pas du tout le lien entre leader, pas leader. Alors, bon, je ne vais pas parler ni du Liban, mais ni de l'Irak, mais ce qui est certain, c'est qu'en Algérie, on a besoin de tout sauf d'un chef. De tout sauf d'un chef. Il y a eu trop de chefs. Vraiment, le syndrome du Zaïm en Algérie, ça a été terrible. Et vous évoquiez Messali Hadj, donc je ne vais pas commenter. Mais le culte du chef, le culte de son infaillibilité, la diabolisation de ses ennemis, etc., ça a fait trop de mal à l'Algérie. Ils n'ont pas besoin de ça. Et en fait, depuis le début, le régime voudrait mettre en scène, comme le régime est arrivé à le faire en Égypte, avec Morsi, donc le Morsi, Sisi. Donc pour eux, c'est parfait, parce que de toute façon, à la fin, c'est toujours Sisi qui gagne, de toute façon. Donc eux, ils voudraient avoir un leader, et d'ailleurs, ils ont essayé d'en promouvoir quelques-uns, pour que ça soit chef contre chef, et que pendant ce temps-là, au fond, rien ne change, et qu'éventuellement, le leader d'opposition, on le coopte, on l'achète, on le ceci, on le cela. Donc ça ne se passera pas comme ça. Et donc, bon, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire à vos différents commentaires, mais qui montrent en même temps à quel point cette histoire que tout le monde pensait enterrer est extrêmement vivante. En France, on a l'expression « le passé qui ne passe pas », qu'on a utilisé pour la guerre d'Algérie. J'étais en 2001, lorsqu'on a enfin mis une plaque sur le pont 40 ans après le massacre d'Algériens dans la Seine. Bon, on a eu un passé qui ne passe pas. Bien sûr, aujourd'hui, franchement, comme historien, sur l'Algérie, on a dit, publié sur la guerre d'Algérie en France, tout ce qui, comme historien, devait être dit. En Algérie, c'est toujours pas le cas. Et donc, on voit bien que le passé qui ne passe pas en Algérie est vraiment à la source de cette mobilisation actuelle. Et ce qui est formidable et très réconfortant, et là, ce n'est pas de l'ordre de l'optimisme, c'est une réalité objective. C'est qu'une jeunesse qu'on disait dépolitisée, complètement branchée sur ses écrans, complètement éloignée de la chose publique, elle a faim de ça. Moi, j'ai vu, mais vraiment, une appétence pour l'histoire algérienne, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre, qui est extrêmement réconfortante, parce qu'un pays qui n'a pas conscience de son histoire, par définition, c'est un pays qui ne pourra pas bien construire son avenir. Alors, c'est très simple. Pour qu'il y ait dialogue, pour l'instant, aujourd'hui, qui bloque? Le régime. Donc, qui peut débloquer? Le régime. Voilà. Il ne faut pas dire « Ah, c'est moitié-moitié ». Non, 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 non. Les seuls qui bloquent, les seuls qui ont tout saboté, les seuls qui ont plongé l'Algérie dans le marasme, les seuls qui ont joué avec le feu de la sédition, les seuls qui ont fait des provocations, c'est le régime. Donc, le régime doit, une fois pour toutes, choisir. Et là, on voit qu'il fait une chose et son contraire. Que la main droite est gentille et la main gauche continue à manipuler. Donc, il faut qu'il tranche clairement
Et si c'est en faveur du dialogue, on le saura très vite, ça veut dire que tous les prisonniers d'opinion, tous, doivent être libérés inconditionnellement et que les libertés publiques doivent être garanties de manière impeccable. Liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de manifestation. Ça, c'est pas le début du dialogue. Ça veut dire que le régime est sérieux pour le dialogue qu'il serait prêt à ouvrir. Et après, tout est possible. Parce que, en fait, moi, comme historien, j'essaie toujours, face à des visions statiques, de réintroduire une dynamique. L'Algérie de 2020 n'est plus la même que l'Algérie de 2019. Ça veut dire que de toute façon, la dynamique du Hirak affectera tout ce qui se passera pendant cette année et les années prochaines. Premier point. Deuxième point, une transition, c'est long. C'est long partout. Partout. Les Tunisiens avaient élu une constituante avec un mandat d'1 an. Ils ont eu pas mal de chances de s'en sortir au bout de 3 ans. Donc, il ne faut pas être pressé. Et il y a un temps des médias et un certain temps du politique qui est de l'ordre de l'urgence, de l'injonction. Eh bien, en Algérie, ça ne fonctionnera pas. En Algérie, ça prendra du temps. Jusqu'à présent, rien d'irrémédiablement négatif ne s'est passé et on n'a que du positif à engranger pour l'avenir. Tant qu'on continue comme ça, on n'a pas besoin d'être pressé par rapport à tel ou tel débouché ou telle échéance. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est un pays qui a été brutalisé pendant plus de 50 ans. Il faut qu'il reprenne ses marques, qu'il reprenne ses bases, que cette société trouve les formes qui sont les siennes, souverainement, entre Algériens, sans aucune ingérence extérieure, pour aller vers cette transition démocratique. Alors c'est amusant que moi je sois jeune par rapport à vous. Mais j'aime bien, je fais souvent ça avec mes étudiants. Je leur fais des réponses de jeunes. Il faut regarder vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que ce qui existe de toute éternité. On voit bien que le système actuellement, il est à plat. Que le système est incapable de développer les énergies productives. Et que, en plus, au nom de la lutte contre la corruption, ils ont coffré la moitié du CAC 40, qui n'est pas vraiment la meilleure façon de donner confiance aux investisseurs. Donc on voit bien que la même revendication qui est celle au centre du Hirak, qui est l'état de droit, c'est la clé de la relance économique. En Algérie, quand vous aurez l'état de droit, quand vous aurez des normes qui seront acceptées, quand vous aurez un minimum de transparence, mais ce pays, il n'a pas que du pétrole, il a des millions d'entrepreneurs, mais qui aujourd'hui, pourquoi voulez-vous qu'ils entreprennent s'ils savent que dès qu'ils entreprennent quelque chose, ils vont avoir un galonnet sur le dos qui va leur prendre, pas 10%, non, beaucoup plus de ces bénéfices, et puis qui un jour leur dira, à propos, votre entreprise marche tellement bien que je la prends. Vous savez, j'étais à Nab. À Nab, la maison de Gaïd Salah. La maison de Gaïd Salah, à côté de la maison, même pas à 100 mètres, à côté de la maison, il y avait la minoterie qui fournissait le pain à toute la région militaire. Bon, il y a un moment, il faut un peu arrêter, il faut un peu lâcher. Si vous lâchez, si vous desserrez les taux des Algériens, eh bien, on voit bien que je veux dire, il faut fiscaliser ceux qui ne le sont pas, et il faut faire rentrer dans le système par différents mécanismes économiques bien connus le secteur informel qui est aujourd'hui largement le plus productif du pays. Mais on n'en profite pas parce qu'il est informel, donc c'est détourné.
Alors je réponds à l'envers. Hein. Donc, scénario répressif, ben, on ne peut jamais l'exclure. Hein. C'est sûr que vu ce qui se passe actuellement en Libye, ça peut donner des idées aux uns et aux autres. Mais en même temps, et ce n'est pas parce que je suis optimiste ou pessimiste, il faut une légitimité. La question de la légitimité, elle est toujours fondamentale, mais plus encore en Algérie, après un an de Chirac, où, en fait, la question qui défend le mieux l'Algérie. Et là, c'est très clair. C'est le Chirac qui a gagné, hein, et pas uniquement pour la Coupe d'Afrique. Donc, c'est très difficile de dire qu'on peut défendre mieux l'Algérie en la précipitant dans une crise qui serait absolument artificielle. Et on voit bien, je le répète, que jamais l'armée n'a été engagée, mais ça c'est sans doute pour d'autres considérations, et que si violence il y a eu, soit elles ont été policières, soit elles ont été le fait de Baltaghi, donc voilà, comme en Égypte, comme ailleurs, qui sont en fait des voyous encadrés par la police, hein, ou par les renseignements, les différents services de renseignement. Donc on ne peut jamais exclure, hein, mais je ne vois pas quel serait l'élément déclencheur, surtout maintenant. Là, on est dans un scénario qui s'annonce plutôt bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, voilà, biologiquement, des contraintes qui ont été levées. Voilà. Et comme Chengreliha, on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas ce qu'il veut, ben, du coup, tout le monde peut projeter ce qu'il veut sur lui. Parce qu'il faut bien voir que même Gaïd Salah, avec son côté très répétitif, hein, il n'était jamais que la figure de proue du système. Hein, Nizam, système, régime, c'est la même chose. Donc, il faut imaginer que derrière Gaïd Salah, il y avait un groupe. Derrière Chengreliha, il y a un groupe. Et aujourd'hui, les intérêts collectifs de ce groupe, à mon avis, vont plutôt vers l'apaisement, pas parce que c'est des pacifistes, mais parce que c'est au fond ce qui leur coûtera le moins cher après qu'ils aient épuisé toutes les autres solutions. Mais aussi parce que le Chirac, en tenant bon, les a désarmés. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et ça me permet de vous répondre. C'est-à-dire que je crois que là, on est encore dans une phase où chacun se teste, hein, mais à un moment, il va falloir rentrer dans les choses sérieuses, je parle pour la présidence Tebboune, et qu'il devra passer des professions de foi, des déclarations d'intention plutôt, à la réalité. Et là, c'est très clair. Hein. Il faut la libération de tous les prisonniers d'opinion. C'est pas à la carte. Hein, on les choisit pas. Il faut que ce soit une question de principe. Il faut qu'ils soient tous libérés et les garanties aux libertés publiques. Et ça, on verra tout de suite, hein, que les libertés publiques ne sont plus contraintes. Hein. Donc, et à ce moment-là, tout redevient possible. Et là-dessus, voilà, je crois qu'il y a plutôt des raisons d'espérer qu'en 2020, cette dynamique qui a été initiée par la société algérienne se poursuive, mais ne croyez pas que ça va se conclure en 2020. Hein. Ça continuera. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre, et merci pour vos questions, votre intérêt à tout ce qu'on vous présente.